Merci d'être resté avec nous. On a beau siffler, siffler, il revient sans cesse. C'est le bruit d'une locomotive, d'un avion qui décolle. Et quand on pense que ça va s'arrêter, ça reprend de plus belle. Pour les 10 millions de Français qui ronflent la nuit et ceux surtout qui partagent leur nuit, le ronflement est un fléau pour la plupart des hommes, mais aussi des femmes qui sont concernés, notamment après la ménopause. Le ronflement n'a de conséquences, heureusement, que pour la vie de couple, et c'est déjà pas mal. Oui, mais pour 2 millions de personnes, par contre, les ronflements vont s'accompagner d'apnée du sommeil, des arrêts respiratoires de quelques secondes qui peuvent provoquer fatigue, somnolence et à long terme, troubles cardiaques et hypertension artérielle. Alors avant de répondre à vos questions, évidemment, un petit peu d'anatomie, puisque les ronflements sont directement liés à notre respiration. Alors, on va regarder ça tout de suite sur une animation. Quand on respire en position debout, l'air circule facilement dans notre gorge. Il va entrer, vous allez le voir, par le nez et la cavité buccale, traverser le pharynx et la trachée pour arriver aux poumons. Et là, la circulation de l'air n'est pas perturbée par les organes qu'il traverse. Et vous voyez, il y a la bouche, la luette, la langue là, la luette que vous voyez ici qui pend, et puis le pharynx tout au fond. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est allongé? Les muscles vont se détendre, les organes vont s'affaisser vers le fond de la gorge. Le voile du palais et la luette s'étirent vers le bas ici, et parfois ils vont même jusqu'à reposer sur la partie arrière du pharynx. Du coup, l'air a du mal à passer. Vous avez vu la base de langue qui descend aussi. Il y arrive tout de même grâce à la pression, mais ça va soulever les organes et les faire vibrer. Cette vibration se propage dans la bouche, la gorge et les cavités nasales, et c'est ce qui provoque le bruit typique du ronflement. Alors ce phénomène est renforcé chez les personnes en surpoids. Oui, regardez ici, vous voyez, ici ces masses graisseuses. Non, ça s'arrête. Voilà, c'est pas grave. Les masses graisseuses qui s'accumulaient et qui augmentent encore l'affaissement des organes, ce qui favorise d'autant plus la survenue du ronflement. Plus l'air est comprimé et plus le ronflement va être fort. Pour répondre à vos questions, le professeur Louis Crampette, qui est ORL au CHU de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Sonia Barbeau. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors, ça fait très longtemps que vous ronflez. Oui. Mais ça s'est aggravé récemment. Oui, c'est ça. Au moment de la ménopause. Oui. Oui. C'est-à-dire que ça s'est aggravé, vous réveillez la nuit, vous étiez Plusieurs fatiguée le fois, matin? tout le temps. Et le matin, je ne pouvais plus rien faire. Je me disais, mais c'est pas possible, j'ai toute la journée à faire. Et j'arrivais plus du tout à me concentrer. Des amis me parlaient, je disais qu'il fallait que je me remette dans le contexte. J'ai tout le temps envie de dormir. Et votre mari entendait, en dehors des ronflements, est-ce qu'il entendait ces pauses? Oui. Et mon mari travaille dans la semaine en dehors, donc c'est surtout le week-end qu'il se rendait compte que ça prenait de l'ampleur beaucoup. Donc vous avez passé un bilan du sommeil? Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Qui a montré quoi? Qui a montré que je faisais des apnées, des hypoapnées et que je ronflais, j'avais beaucoup de micro-réveils. On a noté 7 heures de ronflement sur 8 heures de sommeil, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Et donc le matin, j'étais épuisée complètement. Puis j'arrivais pas à mettre un nom sur ça parce que c'est vrai qu'on... Bon, je ronflais, j'ai toujours plus ou moins ronflé quand j'étais petite, même en grandissant. Mais bon, là, c'est vrai que c'était vraiment... et à force de dire je ronfle, bon, j'en ai parlé à un ORL qui m'a dit, écoutez, on va faire un examen chez vous. Bon, on m'a fait pour la nuit un examen chez moi. Bon, ça a révélé beaucoup de ronflements, beaucoup... Là. Et après, j'étais donc suivie par un pneumologue. Et avant, j'étais à Paris à l'hôpital Saint-Antoine pour voir le docteur Fleury, je sais pas si... Voilà. Et lui m'a dit, il faut refaire un examen plus complet. Vous êtes de Bourges, donc il y a ce qu'il faut. Donc là, je suis repartie à l'hôpital et là, alors, ça a été... 7 heures de ronflement sur 8, vous peseriez 200 kilos, on se dirait, il y a une explication. Mais là, j'en fais 48. Donc, on vous a dit qu'on a trouvé une cause à ce ronflement, à ces apnées? Apparemment, ça serait un rétrécissement de ma gorge, donc l'air apparemment peinerait à passer en vieillissant. Bon, à la ménopause, les muscles ont tendance à s'affaisser un peu. Et apparemment, ça serait ça. Alors on va reparler de l'enregistrement que vous avez eu. On va répondre à quelques questions. Les ronflements augmentent-ils en cas de grande fatigue? Est-ce que cela augmente avec l'âge, Barbara? Alors la grande fatigue, on l'a tous, la fatigue, et puis quand on a un petit peu trop bu. Oui, c'est vrai, cela est vrai. Et alors on a deux types de fatigue, des fatigues aiguës, se priver de sommeil pour un voyage, pour une soirée. Et il y a également des fatigues chroniques. On a pas mal de personnes qui, finalement, se couchent de plus en plus tard, rognent sur leur heure de sommeil qui leur est nécessaire, et se couchent fatiguées et ronflent. Et finalement, s'ils font en plus quelques apnées par-dessus le ronflement, seront encore plus fatigués. Et l'explication pour les verres de vin, c'est ce que demande Maria, qui ne ronfle jamais, sauf après quelques verres de vin le soir. C'est très classique, c'est que l'alcool a une action mieux relaxante.
Et donc, comme on l'a vu sur votre schéma, sur des muscles qui sont plus relâchés, d'abord par l'hypotonie que l'on observe pendant le sommeil et en plus par l'alcool, eh bien le ronflement et les apnées sont d'autant plus fréquentes. Et le fait de dormir sur le dos plutôt que sur le ventre, vous, quand vous dormiez sur le ventre, ça change rien? Dans n'importe quelle Toutes les positions. Oui, même assis sur le canapé, si même je assis m'endors. sur le canapé, oui. Même sur une chaise, si je m'endors, des fois je m'endors et je ronfle. Ouais, mais ça, en plus, en baissant la tête, ça doit sur le rétrécir. canapé, ça c'est Radical. radical. Les bagues anti-ronflement qui agissent par acupression sont-elles efficaces ou est-ce une arnaque? Christine, c'est quoi ces bagues? Vous connaissez? Non? Je dirais que c'est plutôt une arnaque, hein, parce qu'il n'y a pas de documentation, pas d'expérimentation. Et c'est des bagues qu'on met où? Comme l'acupuncture, des points Oui, d'acupuncture. oui. Éventuellement par effet placebo, mais... C'est une question de Nadège aussi. Mon compagnon ronfle malgré les mesures hygiéno-diététiques. Que faire? Que penser des gadgets de parapharmacie? Est-ce que, en pharmacie ou parapharmacie, dans ce qu'on vend effectivement comme anti-ronflement, est-ce qu'il y en a qui sont efficaces ou aucun? Alors moi, je ne vois que les échecs de ces gadgets, qui sont en fait des sprays qu'on met dans le nez ou par voie buccale. Bon, j'en vois que les échecs. Est-ce que ça peut convenir à certaines personnes? Peut-être, ça je peux pas répondre. Mais enfin, si le ronflement est intense et sonore, et a fortiori s'il y a des apnées au cours du sommeil, ça reste du gadget. Pour revenir juste sur la position dont on parlait tout à l'heure, là on comprend avec l'animation que la base de la langue, la luette, tout ça s'affaisse en arrière. Mais si on dort sur le ventre ou sur le côté, ce phénomène disparaît normalement? Oui, mais c'est vrai que classiquement, on observe plus de ronflement et plus d'apnée en position dorsale. Et on a même des syndromes d'apnée que l'on dit positionnels. Et on apprend tout simplement en adaptant un petit système bricolé, je dirais, au dos du t-shirt. C'est la balle de tennis qui était cousue sur le pyjama. Ouais. Voilà. Et alors il y a des systèmes par Internet. Un malade m'a parlé d'un système vendu sur un site canadien qui adaptait une sorte de boudin sur une veste de pyjama. Enfin bon, donc le but étant, dans ces cas-là, d'apprendre à dormir sur le côté. Alors ce système, les patients ne sont pas condamnés à l'utiliser toute leur vie. Au bout, en général, d'un mois, un mois et demi, 2 mois, ils sont habitués, on peut l'enlever, ils ont pris l'habitude de dormir sur le côté. Comment sait-on si nos ronflements sont dangereux? Donc comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a des apnées du sommeil? Parce que c'est la seule chose qui peut être dangereuse dans le ronflement. Oui. Alors, on le sait par l'entourage. Si l'entourage décrit des apnées, des arrêts respiratoires suivis d'une reprise inspiratoire sous la forme d'un très gros ronflement, et si cela est assez rapproché, on craint qu'il y ait un certain nombre d'apnées du sommeil. Soi-même, on ne peut pas s'en rendre compte. Difficilement. Deuxième élément, c'est si le patient est somnolent. Il y a des questionnaires, dans la journée. Il y a des questionnaires pour ce qu'on appelle le score d'Epworth qui oriente vers une somnolence. Et troisièmement, on doit être toujours méfiant chez un ronfleur qui a ce qu'on appelle des comorbidités cardiovasculaires, hypertension artérielle, cholestérol, antécédents coronariens. Là, il faut quand même savoir précisément ce qui se passe pendant le sommeil et faire un enregistrement du sommeil. Et que ce soit à domicile ou dans un service, les résultats sont similaires? Alors, classiquement, si on a une suspicion de syndrome d'apnée du sommeil et qu'on veut vraiment dépister des arrêts respiratoires de plus de 10 secondes ou des diminutions de plus de 50% du flux inspiratoire sur plus de 10 secondes, l'enregistrement à domicile est bon. Par contre, si on a une somnolence, si vous voulez, importante, qui ne s'explique pas justement par cet enregistrement à domicile qui est pauvre, et c'était probablement le cas de notre témoin, à ce moment-là, un enregistrement au laboratoire du sommeil est justifié. On va voir que pour déterminer l'origine du ronflement, il faut aller souvent explorer la gorge. Les patients concernés passent des endoscopies dans ce cas-là, quand c'est nécessaire. Généralement, cet examen se déroule sur un fauteuil sans anesthésie. Parfois, quand le patient a des réflexes nauséeux importants, elle peut se pratiquer au bloc opératoire. Vous voyez ce reportage signé Arnaud Jacques et Mélanie Morin. Depuis de nombreuses années, les nuits de Gérard sont un enfer. S'il est hospitalisé aujourd'hui, c'est pour déterminer l'origine de ses apnées du sommeil et de ses ronflements. Donc le ronflement, mon épouse me l'a signalé depuis plus de 20 ans, que bon, elle est gênée par le ronflement. Aujourd'hui, elle en est carrément au bout de caisse. C'est sûr que je ronfle énormément. Mes nuits sont toujours très, très mauvaises, puisque le matin quand je me lève, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi, j'ai des maux de tête, je suis fatigué en permanence. L'enregistrement de son sommeil a montré que Gérard peut faire jusqu'à 28 apnées d'une durée maximale de 30 secondes par heure. Direction le bloc opératoire où il va passer une endoscopie dans un contexte un peu particulier. Voilà, donc on va baisser un peu les lumières, on va faire un peu de silence dans la salle comme d'habitude. Légèrement sédaté, le patient s'endort dans des conditions proches de son sommeil habituel.
À l'aide d'une petite caméra, le chirurgien va observer son nez, sa gorge et écouter son ronflement. Donc on descend, là on est dans le nez. On voit bien donc la voie aérienne qui a tendance à se fermer, qui commence à se fermer tout doucement. Je suis derrière le voile du palais, qui lui aussi a tendance, vous voyez, il va se fermer d'avant en arrière. Le patient dort maintenant profondément et soudain, son ronflement retentit et le chirurgien observe le mécanisme qui l'accompagne. On voit la vibration et là je passe, vous voyez le voile du palais, je vais descendre l'étage en dessous. Vous voyez la luette qu'on voit très bien qui se colle en arrière, ça va commencer à se fermer. Il y a donc un obstacle à ce niveau-là, un complet, vous voyez, ça se ferme complètement. Et je passe le voile du palais, vous voyez, qui est l'organe qui ronfle, et j'arrive en dessous, où là je vois plutôt un pincement qui se fait dans le sens transversal, vous voyez. Donc on voit bien le rapprochement, on va aspirer. Voilà. La gorge du patient est donc nettement obstruée. L'ORL vérifie maintenant si la mâchoire favorise aussi ces manifestations d'apnée et de ronflement. Alors on va faire une manœuvre qui consiste à avancer la mâchoire et vous allez voir que ça donne, voilà, vous voyez l'ouverture. À ce moment-là, on voit très bien maintenant le larynx. Ici, voilà, vous voyez. Et vous voyez, quand on relâche, eh bien, ça se referme. Le but est de tester les possibilités de traitement, soit avec une prothèse dentaire que l'on met le soir avant de s'endormir, soit des chirurgies. Voilà, donc on va arrêter. À long terme, le port d'une orthèse dentaire est à envisager pour atténuer le ronflement. Mais dans un premier temps, le chirurgien va intervenir sur la sphère ORL. Chez ce patient, on va agir d'une part au niveau du nez, et ensuite on va agir au niveau du voile du palais, puisque c'est le premier étage qui nous semble le plus rétréci au niveau de la gorge. Et ensuite, on réévaluera le sommeil. Et surtout, ça va lui permettre d'accéder, si jamais c'est nécessaire, un traitement avec une ventilation avec le masque. Le redressement de la cloison nasale et l'élargissement du voile du palais faciliteront la circulation de l'air lorsque le patient respire dans son sommeil. Il subira cette intervention immédiatement après l'endoscopie. À quel type de patient cet examen doit être réservé? C'est essentiellement là on a affaire à un apnéique. Et l'intérêt est de vérifier où se passe ce qu'on appelle le collapsus, c'est-à-dire la fermeture du pharynx, si c'est en clair au niveau de la base de langue ou bien plus haut au niveau du voile du palais et des amygdales. Alors on peut aussi le faire chez des ronfleurs simples quand l'analyse de l'origine du ronflement simple n'est pas très claire. On peut avoir envie de savoir ce qui se passe pendant le sommeil. Il faut quand même dire que c'est relativement récent comme méthode. C'est une méthode d'exploration qui a quelques années, 3-4 ans. On a entendu parler des prothèses d'avancée mandibulaire. En gros, c'est des gouttières qu'on met là pour avancer la nuit. Vous avez eu ça? Non, parce qu'apparemment, ma mâchoire ne serait pas adaptée. N'est pas en cause et puis n'est pas adaptée. Et ma dentition aussi. Mon dentiste avait bien regardé, il m'a dit ça ne se portera pas, vous avez une petite dentition et ça n'ira pas. On nous demande ce qu'il faut en penser de ces prothèses d'avancée mandibulaire. Alors, contrairement aux gadgets dont vous parliez tout à l'heure, c'est efficace. Il y a des preuves scientifiques de l'efficacité. Alors, c'est comme tout, c'est jamais efficace dans 100% des cas, mais ça marche. Et encore faut-il, bien sûr, pour un certain nombre d'apnées du sommeil, vérifier que le patient, traité de cette façon, a une normalisation de son index d'apnée du sommeil. Alors par contre, il y a des contre-indications, effectivement. Il faut pouvoir avoir ce qu'on appelle une propulsion mandibulaire, c'est-à-dire pouvoir avancer en fait le menton. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, de par des problèmes d'articulation de la mâchoire. Et il faut également que l'état de la denture le permette, puisque si vous avez des dents qui ont une parodontopathie, qui se déchaussent, évidemment là, ou des dents manquantes, bien sûr, évidemment, on ne pourra pas adapter cette orthèse d'avancée mandibulaire. C'est pris en charge par la sécurité sociale, ces orthèses? Alors pour un certain nombre d'apnées du sommeil, oui. Pour un ronflement, non. Rien pour le ronflement simple n'est pris en charge. Mais finalement, vous voyez qu'on parle souvent de syndrome d'apnée du sommeil qui se cache derrière le ronflement. Mon mari souffre d'apnée du sommeil. L'ORL lui propose un appareil pour mieux respirer la nuit. Y a-t-il d'autres solutions? Laurette, vous connaissez ça, l'appareil? Oui, l'appareil, oui, je l'ai depuis 3 ans. Oui. Donc ça va faire 3 ans. C'est contraignant.
Oui. C'est pour moi qui est très angoissée de nature, pour moi ça m'a apporté beaucoup de stress. Parce que vous vous sentez prisonnière? Oui, je me sens prisonnière et j'ai l'impression. Au début, j'avais l'impression de ne pas pouvoir respirer, mais En après... plus, les résecs, ça vous a saigné. Oui, alors ils m'ont mis un petit boîtier d'eau qui s'est adapté avec, un humidificateur. Et c'est vrai que bon, je commence à m'y habituer quand même au bout de presque 3 ans, mais c'est quand même une contrainte de mettre le masque. Et l'appareil fait du bruit un petit peu? Non, pas du tout. Il fait du bruit s'il y a des prises d'air, si on a mal mis le masque, oui, l'air s'échappe, ça fait du bruit. C'est pas pire pour votre mari, je veux dire, que votre ronflement? Non, à part les petits coups de froid, parce que le tuyau, comme j'expliquais tout à l'heure au docteur, le tuyau qui passe, il y avait beaucoup d'air qui sortait. Là, je l'ai dit aux personnes qui passent régulièrement pour l'appareil, et ils m'ont mis un nouveau tuyau avec un petit cache, et ça évite de prendre l'air dans les yeux, parce que j'avais le problème d'avoir toujours comme un coup de froid dans les yeux. Donc les yeux qui larmoyaient le matin et tout ça. Et vous êtes rendu compte rapidement que c'est efficace? Vous étiez plus fatiguée dans la journée? Ah bah je suis plus fatiguée du tout et ça m'arrête les ronflements. Hein. Par contre, dès que je l'enlève, ça y est, c'est reparti. Mais quand vous retournez, parce que c'est quand même un truc énorme. Hein, non, juste le nez. Oui, mais enfin sur le nez, mais quand vous retournez, il y a un tuyau quand même. Il y a le tuyau, il suit très bien, il est très souple, très grand. Non, alors ça m'a jamais. Faut pas tourner sur soi-même trop souvent dans la nuit. Quand même pas, non. Non, mais non, on peut tourner. Non, moi qui bouge assez beaucoup quand même. Non, c'est pas, ça m'a pas été handicapant. Les patients adhèrent bien à ce traitement? Alors ils adhèrent d'autant mieux qu'ils ont un syndrome d'apnée du sommeil sévère et qu'ils ont une somnolence franche à la journée. Si vous prenez un apnéique typique, comme n'est pas tout à fait madame, l'apnéique typique, c'est un homme de 60 ans, 55-60 ans, pléthorique, en surpoids, et qui se sent fatigué, qui se sent épuisé. Vous lui mettez ce masque, ce traitement ventilatoire la nuit, et le lendemain, s'il se réveille en étant frais, en ayant l'impression d'avoir 10 ans de moins, là, il va accepter l'appareillage. Dans des cas un petit peu litigieux où la somnolence n'est pas très franche, on peut avoir par contre des difficultés d'acceptation. Existe-t-il une intervention chirurgicale qui mette fin au ronflement? Si oui, est-elle efficace à 100%? Il n'y a pas de médecine efficace à 100%, on l'a entendu tout à l'heure, mais dans le premier reportage que vous avez vu, le chirurgien a localisé la cause du ronflement et de l'apnée du patient sur le voile du palais et dans la cloison nasale. Il va donc opérer ces 2 zones. Reportage d'Arnaud Jacques et Mélanie Morin. Attention, ce sont des images de chirurgie. Mis sous sédatif lors de son endoscopie du sommeil, Gérard est maintenant placé sous anesthésie générale. Son ronflement s'accompagne d'importantes apnées. Seule solution, redresser sa cloison nasale et élargir son voile du palais. Le voile du palais est fin, vous voyez ici, ça vibre facilement. Donc le principe, c'est de manière très prudente, ça va être de raccourcir un tout petit peu et surtout de remettre bien latéralement, d'étendre latéralement pour pouvoir agrandir vraiment le passage. Pour l'agrandir, le chirurgien commence par marquer à l'aide d'un bistouri électrique la partie du voile du palais à retirer et il la sectionne en conservant une portion de la luette. Il ne faut pas trop raccourcir parce que si on raccourcit trop, le patient est gêné pour manger, gêné pour parler. Et en particulier, les liquides peuvent refluer par le nez. Donc là, on va finir la section. Une fois que la partie prédécoupée de la luette a été retirée, reste à déplacer un muscle du voile du palais pour agrandir le passage vers la gorge. La luette va basculer un petit peu en arrière comme ceci. Vous avez vu que ça a beaucoup avancé le voile du palais. Le voile du palais était collé contre la paroi en arrière. Maintenant, c'est avancé et on a ouvert latéralement un petit peu le passage pour favoriser le passage de l'air. La luette devient un peu plus rigide. Comme elle a été opérée en cicatrisant, elle devient un petit peu plus rigide et elle va permettre de vibrer beaucoup moins. Côté gorge, le patient devrait donc mieux respirer et moins ronfler. Reste maintenant à intervenir sur son nez. Et vous voyez cette cloison nasale qui est totalement déviée, tout ce qui explique que ce patient soit très intolérant au port d'un masque pour la ventilation nocturne. Pour lui permettre de dormir avec un masque qui l'aidera à respirer par le nez, il va falloir redresser sa cloison nasale. Un autre chirurgien s'y attelle. Elle injecte un produit vasoconstricteur pour éviter les saignements et décoller la muqueuse de l'os. On déshabille complètement la cloison de la muqueuse pour essayer de respecter cette muqueuse et aller donc jusqu'à la cloison osseuse. Le chirurgien poursuit donc sa progression et décolle la muqueuse qui recouvre la cloison des 2 côtés de la fosse nasale. On voit la cloison qui est complètement dénudée. Nous avons décollé la muqueuse de part et d'autre et nous allons pouvoir réséquer la partie qui est déviée. Le morceau de cartilage qui formait la déviation est tout simplement retiré. Donc ça, c'est la partie déviée de la cloison et qui a été réséquée. Pour conserver le volume et la bonne tenue du nez, le chirurgien veille à ne pas trop retirer de cartilage. Vous voyez, on a gardé la languette supérieure
qui permet de garder la forme du nez. Et là, ce vide où nous avons réséqué en fait la partie justement qui était déviée au niveau de la fosse nasale droite. Et là, voilà, je vais vraiment sans problème, je passe au fond du nez. Pendant 10 jours, le patient gardera des attelles en plastique dans sa fosse nasale pour faciliter sa cicatrisation. Son ronflement s'atténuera d'environ 80% et grâce au port nocturne d'un masque respiratoire, il sera moins soumis aux apnées du sommeil. Une précaution essentielle pour limiter le risque à plus long terme de pathologie cardiaque. Alors, on va parler des résultats de cette intervention parce qu'on a beaucoup de SMS de mécontents, comme Dany qui dit opéré du voile du palais et de la luette, j'ai souffert et j'ai eu de gros problèmes pour boire et manger pendant 1 an et en plus je ronfle à nouveau. Alors c'est possible, hein. Encore une fois, aucune méthode thérapeutique n'est efficace dans 100% des cas. Ce qu'on sait, c'est que sur le ronflement, d'autant plus qu'il y a un facteur nasal associé et que le facteur nasal est traité comme on vient de le voir, on a un taux de succès qui est de l'ordre de 80%. En matière d'apnée du sommeil, cette intervention qui s'appelle l'uvulopalato-pharyngoplastie, lorsqu'elle est proposée à un syndrome d'apnée du sommeil, marche avec une efficacité moindre. On a à peu près 50% des patients qui sont améliorés. Et c'est pour améliorer d'ailleurs ce taux de succès qu'on essaie d'avoir des endoscopies des voies aériennes sous sommeil induit. Voilà, pour essayer de savoir exactement ce qui se passe, s'il faut opérer en haut ou en bas. Pour opérer au plus justement ou ne possible. Pas opérer. Oui. Et là, on est à peu près à 1 cas sur 2. Et en dehors de problèmes d'efficacité, quels sont les risques éventuellement, les effets secondaires de cette intervention? Alors les effets secondaires, si vous raccourcissez trop le voile du palais, vous risquez d'avoir des fuites nasales lors de la phonation ou lors de la déglutition, notamment des liquides. Et donc il faut absolument agir sur la composante transversale et ne pas raccourcir trop le voile du palais non plus pour ne pas prendre de risques. Alors qu'il y ait des petits reflux, des petits nasonnements pendant quelques semaines, c'est assez classique. Bon, 1 an, c'est un petit peu long. Donc il faut être quand même prudent dans les indications et dans la réalisation de cette opération. On ne vous a jamais parlé d'opération? Non. D'accord. Non, parce qu'apparemment le voile du palais est normal. Est normal, oui. Il va mieux, votre mari? Il va mieux, oui. Non, parce qu'on imagine 7 heures sur 8 de ronflement. C'est vrai que... Puis en il est malentendant? En plus, il est sourd d'une oreille. Oui. Il est sourd d'une oreille. Bon, il se mettait du côté tout sourd. À fait. Ah, voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, c'est le meilleur traitement. C'est le meilleur traitement. C'est vrai en plus. Mais bon, non, c'est vrai que c'est quand même handicapant. Ouais. Lui, comme pour lui, comme pour moi. Mais bon. Les écarteurs nasaux qui permettent de mieux dormir, nous dit Marie, quand elle a une déviation de la cloison, ça peut marcher aussi, ça si marcher, vraiment l'origine est nasale. Quoi. Disons, voilà, en ce qui concerne le nez, si vous voulez, il est important d'avoir une bonne respiration nasale, parce que contrairement au petit schéma que vous avez montré au départ, on avait une respiration purement buccale, ouais. Or pendant le sommeil, on essaie quand même inconsciemment de respirer par le nez. Donc s'il y a un facteur obstructif nasal, le traiter de façon médicale, s'il y a une rhinite allergique par exemple, ou de façon prothétique avec un écarteur ou chirurgical, sera nécessaire. Pas toujours suffisant, mais nécessaire. Alors on va continuer avec un chat avec notre invité, le docteur Frédéric Chalumeau, ORL également. Tous les deux sont à votre disposition à partir de maintenant jusqu'à 16h sur notre site allodocteur.fr. Vous posez vos questions, ils y répondent. Demain, dans Allo Docteur, on verra pour les personnes qui le souhaitent ou celles qui sont obligées médicalement comment on peut manger moins sucré. Il y aura plein de conseils et des recettes, évidemment. Et puis un appel à témoins, Michel. Vous avez plus de 25 ans et vous avez décidé d'embellir votre sourire. Vous avez eu recours à un traitement d'orthodontie. Votre témoignage nous intéresse. Merci de nous contacter au 01 58 88 85 21. Alors, ce soir, vous avez bien compris qu'à 20h40 sur France 2, il y a les éléphants. Et Michel. Non, mais il n'y a pas que les éléphants. Non, je plaisante. Mais avant, il y a les lions, là, sur France 5, Michel. Oui, mais je crois qu'il est important d'insister sur le fait que ce sont les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Des éléphants. Et avant, il y a un doc animalier là maintenant, tout de suite, une fois que vous aurez posé vos questions. Un doc animalier, devenir lion, les dangers du fleuve. Me demandez pas ce que ça veut dire. Vous le faites moyennement, hein, je trouve. C'est-à-dire que, en même temps, pendant 2 heures ce soir, vous verrez des animaux. Mais c'est pas une raison, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Sur France 5, devenir lion, les dangers du fleuve. Voilà. Un super doc animalier formidable sur les lions et les fleuves. Très bon après-midi. À demain. Au revoir. Plus d'infos santé dans Allo Docteur sur France5.fr.